En manchette aujourd'hui, un cycliste succombe à ses blessures à Sainte-Terre et le gouvernement annonce son programme d'aide pour les citoyens de la zone tampon. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue au TVA Nouvelle. On commence le bulletin sur une triste nouvelle. Un cycliste happé par une voiture hier après-midi à Sainte-Terre est décédé des suites de ses blessures. L'homme de 69 ans circulait en direction nord vers 13h30 sur la route 113 Sud quand il a été frappé violemment par un conducteur qui conduisait dans le même sens. L'automobiliste de 84 ans n'a subi aucune blessure. Une enquête est présentement en cours pour reconstituer la scène et déterminer les circonstances de l'accident. La Sûreté du Québec mentionne qu'il est encore trop tôt pour émettre des hypothèses. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande la pratique du vélo est-elle assez sécuritaire dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et c'est finalement plus de 11 heures qu'ont dû attendre les usagers de la route 117 hier à la suite du déversement d'essence survenu à la hauteur du kilomètre 364. La route a été rouverte vers 17 heures. Les automobilistes ont dû attendre longuement à chacune des extrémités, soit à Grand Remous et à Louvicourt. Rappelons que vers 6h45 hier matin, un camion de transport de lait est entré en collision avec une citerne contenant de l'essence dans le secteur du lac Pitonga. Le conducteur de la citerne à essence a subi de légères blessures. Et c'est aujourd'hui que le gouvernement du Québec rend public son programme d'aide pour les citoyens de la zone tampon à Rouyn-Noranda. Et Alexandre, la question au centre de tous ces changements environnementaux, est-ce qu'ils vont finalement recevoir un montant pour leur relocalisation? Oui, bien ça c'est certain parce que là, c'est aujourd'hui, après une attente quand même, parce que ce dépôt-là des programmes a été repoussé. Il s'était supposé être au mois de juin. Bon, on vient de le recevoir aujourd'hui et finalement, les chiffres sont sortis. Donc là, ce qui est sorti, c'est 2 programmes. Un pour les locataires et un pour les propriétaires. Mais de tout ce total-là, c'est quand même, ça s'adresse seulement aux propriétaires et aux locataires qui sont dans la zone tampon depuis le 16 mars 2023 et jusqu'à maintenant et pour la suite jusqu'en 2026. 2029. Donc, quand même du temps. Et c'est une cagnotte totale de plus de 16 millions qui a quand même été annoncée pour la compensation de ces gens-là qui devront être relocalisés justement d'ici 5 ans. Oui, Alexandre, pour les citoyens de la zone tampon qui apprennent la nouvelle là, avec vous, j'imagine qu'on est divisé là, quant aux réactions. Oui, vraiment. D'un côté, bon, les locataires, d'après les échos que j'ai eus ici, les locataires semblent somme toute satisfaits de l'offre qui est là, de programme qui est là présentement. Mais du côté des propriétaires, c'est là que ça accroche un peu. Et bon, si on sait que somme toute, bien là, je vous amène, là, je suis avec Mme Marie-Ève Duclos, qui est la présidente là, du comité... porte-parole du regroupement des propriétaires de la zone tampon. Bon, Marie-Ève Duclos, là, c'est quand même, c'est 700 000 $ de cagnotte maximale qui a été annoncée pour les propriétaires. 700 000 $ selon vous, est-ce que c'est assez pour les propriétaires? Bien, en fait, il faut faire attention. Le chiffre de 700 000 $ a été utilisé, je pense qu'il paraît bien, mais il est basé sur une situation, c'est-à-dire le coût neuf du bâtiment le plus élevé à l'intérieur de la zone tampon. Donc, à part cette personne-là, personne d'autre va pouvoir avoir accès à une cagnotte de 700 000 $. Au contraire, l'indemnité est limitée au coût neuf de chacun des bâtiments et ceux-ci peuvent varier de façon très importante, là, de 300 000 et plus ou moins. Là. Bon, et là, on le sait qu'il y a eu quand même une grande consultation avec le gouvernement. Il y a eu 5 séances de consultation. Comment ça s'est passé, ces séances-là, avec votre groupe de propriétaires? Est-ce que vous vous êtes senti écouté dans ces consultations-là? Bien, en fait, somme toute, au début, ça se passait bien, effectivement. Malgré le fait qu'on avait accès aux documents à la dernière minute, qui était difficile de procéder à des analyses préalables, au début, on sentait de l'ouverture, il y avait du respect dans les échanges. Rapidement, par contre, on a fait le constat qu'on manquait d'expertise pour pouvoir se prononcer. On n'est pas évaluateur agréé, on n'est pas fiscaliste, on n'est pas entrepreneur en
construction. Donc, on avait besoin d'aller chercher des ressources professionnelles et ça, bien, ça nous a été refusé. Donc, on a malgré tout, en passant le chapeau, réussi à ramasser assez d'argent pour aller chercher un avis juridique pour nous permettre quand même de déposer des commentaires sur la proposition du programme qui tenait en compte de la réalité et des besoins des citoyens. Malheureusement, le résultat aujourd'hui, bien, nos commentaires n'ont pas été pris en compte pour la grande majorité. Et là, la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, a annoncé aujourd'hui peut-être une certaine ouverture à faire évoluer les programmes, changer, aller au cas par cas. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette évolution-là, peut-être? Bien, en fait, c'est pas ce qu'on nous démontre depuis le début de la situation, clairement pas. Donc, moi, j'y crois pas. Je pense que le travail, il fallait le faire, il fallait entendre les gens avant que le programme soit officiellement adopté. Quand même, tous des processus à l'intérieur de l'appareil gouvernemental qui sont complexes. Là, on nous dit, une fois que c'est canné, « Ah non, non, il va y avoir encore de la souplesse », j'ai vraiment de la difficulté à y croire. Bon, donc, c'est un dossier à suivre. Merci beaucoup, Marie-Ève Duclos. Merci. Merci. Donc, c'est à suivre et je vous prépare un reportage complet pour le TVA de 18h ce soir. On va certainement continuer de suivre le tout. Merci, Alexandre. Au revoir. Il y a du nouveau du côté de la mine d'or Casa Berardi, propriété d'Éclat Québec, qui a annoncé un projet d'expansion. Donc, Sophie, quels sont les détails de ce développement minier? Oui, il y a 2 nouvelles fosses à ciel ouvert qui seraient développées dans le secteur ouest du site et advenant l'acceptation du projet, le développement de la première fosse commencerait en 2028. L'entreprise prévoit la production d'environ 1 million d'onces d'or entre 2028 et 2038. Et Éclat Québec a commencé le processus d'évaluation, les études d'impact, qui sont des étapes là, qui sont nécessaires pour la demande de permis pour le site. Le vice-président de l'entreprise m'expliquait que ça fait déjà quelques années que c'est dans les plans futurs. Depuis 2018, Éclat Québec a commencé les discussions avec les parties prenantes pour mettre toutes les chances de son côté. On l'écoute. Brièvement, au niveau de l'économique, on prévoit investir près d'1 demi-milliard de dollars sur les 10 ans pour développer et construire ces fosses-là. Et au niveau de l'emploi, c'est sûr que on va continuer à employer les gens de la région de l'Abitibi-Ouest, c'est certain. Donc, juste le fait d'assurer la pérennité des opérations assure qu'on demeure un moteur économique dans la région de l'Abitibi-Ouest et qu'on puisse contribuer au progrès socio-économique de la région. Et pourtant, Sophie, la mine avait annoncé un ralentissement de ses activités souterraines récemment. Oui, en effet, Kimilia, la production souterraine à Casa Berardi devait cesser à la fin de 2024, peut-être jusqu'en 2025, puisqu'il y a du travail de développement, de forage et de définition qui est fait en ce moment pour trouver un potentiel d'exploitation qu'il reste. Je vous rappelle qu'il y a présentement 2 secteurs exploités, un souterrain, un à la surface. Et la fosse de surface, elle, devrait permettre de continuer les activités de la mine jusqu'en 2027. Donc, vous le comprenez, entre 2027 et 2028, ça impliquera une pause au niveau de l'usinage. Et même si cet arrêt pourrait faire perdre de la main-d'œuvre, eh bien, Christophe McLean, oui, n'est pas inquiet. Étant donné qu'on est implanté depuis longtemps dans la région, on pense qu'on a une bonne attractivité pour nos employés, pour les gens de la région. Puis, en même temps, on va essayer de convertir des emplois de la mine souterraine à des emplois à la fosse. Donc, on pense pouvoir retenir la majorité des employés qu'on a besoin et de les attirer quand va être le temps de commencer l'exploitation en 2028. Et je vous rappelle que Casa Berardi couvre une superficie de plus de 20 000 hectares à environ 100 km au nord de la Sarre, sur le territoire de Yuichi Bay James, et elle a débuté l'exploitation des gisements en 1988. Merci, Sophie. Je vous en prie. Énergie renouvelable Onimiki a déposé l'avis de projet pour son projet de construction de mini-centrales hydroélectriques au Témiscamingue. C'est la première étape du processus d'évaluation environnementale du projet. Dans les prochains mois, des études d'impact seront réalisées. Une consultation publique est aussi lancée sur les enjeux qui devaient être abordés. Toute personne peut y participer jusqu'au 1er août 2024. Projet-là qui consiste à développer 2 centrales hydroélectriques au Témiscamingue. On a Onimiki Sud qui prendrait place dans la ville de Témiscamingue, une centrale d'environ 7 MW. Et on a la centrale Onimiki Nord qui est située à l'embouchure des lacs Tirio et Nadeau, près du lac Témiscamingue, qui, elle, produirait 67 MW d'énergie.
Et un spectacle de Pete Magie est offert gratuitement ce soir sur la rue piétonne de Rouyn-Noranda, plus précisément sur le coin de l'avenue principale et de la rue du Terminus Ouest. Selon la température, il est possible que l'activité soit annulée. Si c'est le cas, l'information sera communiquée sur la page Facebook de Tic Tac Park. Pete Magie vous attend donc à 19h pour enchanter les petits et les grands. Et les Foreurs de Val-d'Or ont repêché l'attaquant de 18 ans, Matvei Gredin, ce matin avec le tout premier choix du repêchage international de la Ligue canadienne de hockey. Le joueur russe de 6 pieds 1 pouce a notamment été repêché il y a quelques jours par les Flames de Calgary au 28e rang du repêchage de la LNH. Il vient de connaître une saison de 83 points en 60 matchs dans la USHL. Quant à eux, les Huskies de Rouyn-Noranda ont sélectionné l'attaquant suisse Lars Steiner au 46e rang. Cette année, les joueurs russes et biélorusses étaient admissibles au repêchage, eux qui ne l'étaient pas en 2022 et 2023. Et c'est ce week-end qu'avait lieu le défi triple jeu régional, le Anico Eagle du côté d'Amos. C'est 71 participants âgés entre 4 et 14 ans des 4 coins de la région qui étaient présents à cette finale régionale. Certains de ces jeunes iront d'ailleurs représenter l'Abitibi-Témiscamingue à la finale provinciale le samedi 13 juillet prochain au stade Gary Carter à Montréal. Et selon Patrick Saint-Jacques, le président régional de baseball Québec-Abitibi-Témiscamingue, la relève féminine et masculine dans la région se porte bien. Et à la météo aujourd'hui, sortez vos parapluies puisqu'il y aura des averses toute la journée, tant en Abitibi qu'au Témiscamingue. Il fera un maximum de 21 degrés en Abitibi et de 20 degrés au Témiscamingue. Et un petit tour d'horizon pour ce soir et cette nuit en Abitibi et au Témiscamingue. Oui, il y aura des nuages avec 40 de probabilité d'averses ce soir et un dégagement au cours de la nuit avec un maximum de 15 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas aussi qu'on est sur YouTube et X TVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve au TVA de 17h58.